Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce webinaire sur le langage R et la visualisation de graphiques R avec Power BI. Je me présente, Charles Michaud, je suis travailleur indépendant en intelligence d'affaires depuis 2 ans et j'aide les PME de la région de Québec à créer de la valeur à partir de leurs données d'affaires, puis à résoudre différentes problématiques d'affaires en mettant en place des solutions analytiques avec les logiciels principalement Power BI et R. Avant ça, j'ai travaillé en tant qu'analyste d'affaires spécialisé en finance pendant une dizaine d'années. Je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter ce webinaire-là. Comme vous allez voir, le langage R, c'est un outil qui est très puissant puis très performant au niveau de l'analyse de données. Et donc, ça me fait plaisir aujourd'hui de vous partager ces informations-là. Sans plus tarder, on va y aller avec l'agenda d'aujourd'hui. Donc, premièrement, je vais prendre quelques minutes là, pour vous faire une petite introduction au langage R. Ensuite de ça, je vais vous présenter l'étude de cas qu'on va travailler aujourd'hui. Et on va enchaîner avec la démo dans le logiciel RStudio qui va durer environ une trentaine de minutes. Par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir intégrer les visualisations R qu'on a créées dans le logiciel Power BI. Et à la fin, s'il nous reste du temps, je vais vous présenter d'autres visualisations qui sont possibles avec R, différents rapports qu'on peut créer, puis aussi même des applications web qui est possible de faire. Donc, qu'est-ce que c'est le langage R? C'est un langage de programmation qui a été développé dans les années 90 par deux personnes nommées Ross Iacca et Robert Gentleman. Et ils ont décidé de nommer le langage par la première lettre de leur prénom respectif. Et c'est un peu pour faire un clin d'œil au langage qui est à l'origine du langage R, qui s'appelle le langage S. À la base, c'est un langage qui est spécialisé pour faire deux choses, de l'analyse de données statistiques, puis de l'analyse graphique. Mais aujourd'hui, ça permet de faire beaucoup plus d'autres choses que ça. Par exemple, de la modélisation d'affaires, de l'analyse de séries temporelles, du machine learning, qui est très populaire ces temps-ci, des applications web et plusieurs autres choses aussi. C'est un langage qui est très utilisé dans le domaine de la recherche, mais de plus en plus, on le retrouve également en entreprise. Pour ma part, moi j'ai été initié au langage R à l'université, puis par la suite, j'ai continué à développer mes connaissances en travaillant sur divers projets. Quand on pense au langage R, c'est important de distinguer deux choses. Premièrement, le langage de programmation en tant que tel, c'est-à-dire la syntaxe, les différentes fonctions, les différents packages. Et pour exploiter ça, ça prend un logiciel. Et il y en a quelques-uns, mais le plus populaire s'appelle RStudio. Et donc, il sert d'interface là, pour pouvoir venir coder en langage R. Puis c'est un logiciel qui est très bien fait, très convivial et qui fonctionne très bien. Donc, la combinaison là, de ces deux éléments-là, c'est vraiment une combinaison gagnante. Et je vous conseille là, de travailler de cette façon-là en R. Il y a plusieurs avantages à utiliser R. Premièrement, la syntaxe de programmation est simple. Si vous êtes habitué à faire des fonctions dans Excel, vous allez voir là, que souvent, les fonctions R ressemblent un petit peu aux fonctions Excel. C'est un langage qui a plus de 15 000 librairies qui sont disponibles, qui permettent de faire une panoplie de fonctionnalités. Il fonctionne sur toutes les grandes plateformes, donc Windows, macOS, Linux. Il y a également une grande communauté sur le web, donc si jamais on a des messages d'erreur, des choses comme ça, il suffit de faire une petite recherche sur Google, puis rapidement, on trouve des solutions. C'est un langage aussi qui est intégré dans la majorité des grandes suites BI, comme par exemple dans Microsoft Power BI, comme on va voir tout à l'heure, c'est possible de faire des visualisations R, et aussi dans les autres grandes suites, là, Oracle, SAP, etc., c'est possible de coder en langage R. Et ce qui est vraiment bien avec tout ça, c'est que R, c'est un logiciel libre, donc c'est complètement gratuit. Il y a deux langages qui sont les plus populaires là, dans le domaine de la science des données. Ce sont les langages R et Python.
Vous avez possiblement déjà vu sur le web des articles qui mettent les deux langages en opposition. Certains disent que R est vraiment mieux, d'autres disent que Python est vraiment mieux. Moi, je vous dirais que personnellement, c'est deux langages qui sont vraiment performants au niveau de l'analyse de données, qui sont très comparables. Et qu'est-ce qui est mieux? Ça dépend surtout de votre background. Donc, si vous êtes vous êtes une personne qui travaille dans les lignes d'affaires, qui est habitué, vous êtes un analyste par exemple, et vous êtes habitué d'utiliser Excel, généralement, ça va être plus confortable avec R. Alors que si vous êtes un spécialiste TI, vous avez fait beaucoup de programmation en JavaScript, HTML, CSS, etc., vous allez généralement préférer Python. Donc, si on regarde différentes caractéristiques, au niveau de l'intégration et la transformation des données, ces deux langages là, qui sont comparables. Au niveau du machine learning, les deux ont des librairies qui sont très performantes. Les deux sont intégrés avec les grandes suites BI. Donc, comme je vous disais, dans Power BI, c'est possible de faire du R, mais également du Python là, depuis environ 1 an. Les deux ont une grande communauté sur le web. Là où je vois une distinction, c'est au niveau de la visualisation des données. Au niveau du langage R, il y a une librairie qui s'appelle ggplot qu'on va utiliser aujourd'hui pour créer nos graphiques. Et c'est vraiment très bien fait, comme vous allez voir. C'est possible de venir personnaliser là, tout ce qu'on veut dans nos graphiques. Tout ce qu'on peut imaginer, c'est possible de le représenter avec cette librairie-là. Et le dernier point, la versatilité du langage. Donc à ce niveau-là, je donne l'avantage à Python, qui est un langage beaucoup plus versatile, qui permet de faire beaucoup d'autres choses que de l'analyse de données, comme par exemple du développement de logiciels, l'automatisation de tâches et des choses comme ça. OK, donc si on regarde l'analyse qu'on va faire aujourd'hui, donc on va utiliser des données qui proviennent du site des données ouvertes de la ville de New York et qui concernent la vente de propriétés. Notre analyse va concerner 6 arrondissements en particulier, soit le Chinatown, Financial, Harlem Central, Brooklyn, Downtown Fulton et Manhattan Beach. Et la question qu'on va tenter de répondre, c'est quelle est la tendance des ventes de propriétés en nombre et en dollars pour l'année 2017 concernant ces 6 arrondissements. On va passer à travers de 5 étapes. Premièrement, on va importer nos données. Ensuite, on va sélectionner nos données. Ensuite, on va les nettoyer, on va les transformer. Puis à la fin, on va visualiser les résultats. OK, on va maintenant passer à la démo. Donc, je vais commencer en vous présentant les données sources. Je vais ouvrir Excel. Et voici nos données sources. Donc, on a, comme vous pouvez voir, plusieurs variables. Et on a un total de 350 909 lignes qui représentent chacune une vente de propriété à New York. Pour les fins de notre analyse, je vais utiliser seulement 4 des variables. La première, c'est Neighborhood, qui est l'arrondissement. Donc, on peut voir les différents arrondissements ici de la ville de New York. La deuxième, Building Class Category. Donc, ça représente en fait les types de propriétés. Donc, vous pouvez voir ici One Family Dwellings, Two Family Dwellings. On a des condos, office buildings, store buildings, des hôtels. Donc, les différents types de propriétés. Et les deux dernières variables qu'on va utiliser, ce sont le prix de vente et la date de la vente. Donc, je vais fermer mon fichier Excel. Et maintenant, je vais vous présenter l'interface de RStudio. Comme vous pouvez voir, l'interface est divisée en 4 sections. La première section permet de voir nos différents fichiers R dans lesquels on va venir coder nos fonctions.
La deuxième section ici, c'est la console. Donc, c'est ici qu'on va voir les messages d'erreur. On espère ne pas en avoir, mais si on en a, c'est ici qu'ils vont s'afficher. Troisièmement, dans la section ici, on va voir les différentes variables qu'on va créer. Et finalement, dans la quatrième section ici, vous pouvez voir ici la structure de répertoire de notre projet, puis également les différents graphiques ici qu'on va générer, les packages qui sont installés dans notre RStudio. Ici, on peut avoir de l'aide sur les différentes fonctions. Et également, c'est possible de voir les différentes animations. OK, donc ici, c'est le fichier qu'on va travailler pour notre analyse. J'ai déjà préparé une structure dans notre fichier. Donc, premièrement, ici, on va commencer par installer les packages qui sont requis pour notre analyse. Ensuite de ça, on va les activer. Troisièmement, on va venir importer nos données Excel dans RStudio. Ensuite, on va sélectionner puis on va transformer les données. Et par la suite, on va commencer à faire nos visualisations. Et il va toujours y avoir deux étapes pour les visualisations. Donc, comme vous pouvez voir ici, pour la première, on va commencer par préparer les données. Et ensuite, on va créer la visualisation. Et la même chose va se répéter pour les autres visualisations. Donc, la deuxième, on prépare les données, on visualise. La troisième, préparation des données, visualiser. Et même chose pour la quatrième. OK, donc comme vous pouvez voir ici, il y a 4 packages qui vont être nécessaires pour notre analyse. Et j'utilise la fonction install.package pour faire l'installation de ces packages-là. Le premier, Tidyverse, en fait, c'est un regroupement de plusieurs packages qui sont super utiles pour l'analyse de données. Je vais vous expliquer un petit peu plus dans un instant qu'est-ce que ça inclut. Le deuxième, Read Excel, va nous permettre de venir lire notre fichier en format Excel. L'Hybridate ici permet de venir travailler des formats de date. Et ggAnimate qui permet d'animer nos graphiques. Donc si je sélectionne mes 4 lignes et puis je fais CTRL-Entrée, ici, donc RStudio va installer les packages. OK, maintenant que c'est fait, la deuxième étape, c'est toujours d'activer les packages. Et comment on fait? En fait, j'utilise la fonction librairie, puis je spécifie ici le nom de mon package. Alors, je peux ici sélectionner mes 4 lignes, faire CTRL-Entrée, et puis mes 4 packages vont être activés. Si je veux avoir de l'aide sur une fonction en particulier ou sur un package, je peux toujours utiliser le point d'interrogation et venir spécifier sur quoi je veux avoir de l'aide. Comme par exemple ici, Tidyverse. Donc mon package Tidyverse, si je veux avoir plus d'informations, je fais CTRL-Entrée ici. Et je peux voir ici de l'aide sur ce package-là. Donc une description, l'auteur, différents liens aussi. Donc si je clique sur le premier lien, j'arrive sur la page web et ici, je peux voir qu'est-ce qui est inclus à l'intérieur de Tidyverse. Donc, il y a différents packages qui sont inclus. Le premier, ggplot2, qui permet de faire de la visualisation de données. Le deuxième, dplyr, qui permet de faire de la manipulation de données. Donc, nous, pour notre analyse, ce sont les deux qu'on va utiliser. Mais il y a également ces autres packages-là qui sont très, très populaires, qui sont inclus dans Tidyverse. Troisième étape, je vais maintenant importer les données Excel dans RStudio. Donc, pour faire ça, je vais utiliser la fonction Read Excel. Ici, j'ouvre la parenthèse, j'ouvre les guillemets, et puis je fais Tab. Je vais voir la liste des fichiers dans mon répertoire de projet. Donc, je sélectionne mon fichier Excel ici. Et voilà. Et maintenant, avant de lancer ma commande, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me créer une variable que je vais appeler NYC, seulement NYC en fait. NYC égale,
Et de cette façon-là, je vais venir stocker les données de mon fichier Excel dans cette variable-là. Donc, si je sélectionne mes lignes, je fais CTRL Entrée. RStudio va maintenant importer les données du fichier Excel. Ça va prendre quelques secondes, puis vous allez voir, ma variable NYC va s'afficher ici. Et voilà, j'ai maintenant ma variable NYC. Si je clique dessus, RStudio va ouvrir une vue ici qui ressemble un petit peu à un format Excel, comme vous pouvez voir. Donc, j'ai chacune de mes variables qui sont ici. Je peux même venir faire des filtres ou trier les colonnes. Je vais refermer la vue. Donc maintenant, nos données Excel sont à l'intérieur de cette variable-là. Si je veux avoir plus d'informations sur la fonction read Excel, je peux utiliser encore une fois le point d'interrogation read Excel, CTRL Entrée. Et ici, je vais avoir de l'information sur ma fonction, donc une description, des exemples, les différents arguments également qu'on peut utiliser avec la fonction. Donc, comme vous pouvez voir, on peut spécifier des feuilles Excel, des ranges, des colonnes spécifiques. Donc, c'est une fonction qui est très bien faite. Là, ça permet de lire là, vraiment exactement l'information dont on veut dans notre fichier Excel. OK, maintenant, on va passer à l'étape de sélection et transformation des données. Donc, premièrement, ce qu'on va faire, on va commencer avec notre variable NYC qui contient nos données brutes. Et si je fais CTRL-SHIFT-M, je vais créer cette syntaxe-là ici. Cette syntaxe-là dans R permet d'enchaîner différentes opérations. Et elle peut se lire et ensuite. Donc, par exemple, ici, on commence avec nos données sources et ensuite, ce qu'on va faire, on va venir sélectionner nos 4 variables qu'on a besoin avec la fonction select. Donc, select, j'indique mes noms de variables, neighborhood, ensuite building class category, mon sale price et sale date. Et si je lance ces deux lignes-là en faisant CTRL Entrée, je vais voir ici que j'ai maintenant une table de données de 350 908 lignes par 4 colonnes. Et je vois mes 4 variables qui sont ici. Et je vois également le type de données de chacune des variables. Donc, neighborhood, c'est un type caractère, donc un type texte finalement. Building class category également. Sale price, un type double, qui est un type numérique. Et sale date, ici, caractère, donc c'est un type texte. Ici, ça va poser problème parce que notre colonne sale date n'est pas formatée en type date. Donc, dans un instant, je vais vous montrer comment faire ça. Si je viens ici et je fais encore un CTRL-SHIFT-M pour enchaîner une deuxième transformation. Maintenant, ce que je vais faire, je vais venir filtrer les 6 arrondissements que j'ai besoin pour mon analyse. Je vais utiliser la fonction filter et ensuite, je vais venir spécifier neighborhood égale Chinatown, qui est mon premier. Et je vais utiliser la syntaxe comme ça ici pour aller spécifier d'autres d'autres noms d'arrondissement que je vais utiliser. Donc, si je viens copier ici, je fais Entrée, je vais l'ajouter 5 fois, comme ça ici, et je vais venir spécifier chacun de mes arrondissements. Alors, j'ai Financial, le troisième, Harlem Central, le quatrième, c'est Brooklyn Heights, le cinquième, Downtown Fulton Ferry, et le dernier finalement, Manhattan Beach. Maintenant, si j'exécute ces lignes-là ici, j'ai maintenant une table de données de 8587 lignes. Donc, mes données ont été filtrées pour mes 6 arrondissements.
Alors, je vais venir enchaîner une autre étape ensuite avec CTRL-SHIFT-N, Entrée. Comme vous pouvez voir ici, dans ma colonne Sale Price, j'ai des montants à 0. Donc, ce n'est pas des informations qui vont être utiles pour notre analyse. Donc, ce qu'on va faire, on va filtrer nos lignes pour exclure les montants de vente à 0. Donc, encore une fois, j'utilise la fonction Filter et je vais indiquer Sale Price est différent de 0. Si j'exécute mes lignes, encore une fois, CTRL Entrée, j'ai maintenant plus de lignes avec des montants de vente à 0. Donc, on va venir enchaîner une autre transformation. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va transformer notre sale date en type de données de date. Pour faire ça, je vais utiliser la fonction mutate. Mutate permet de faire deux choses. Ça permet de créer une nouvelle variable et de modifier une variable existante. Donc nous, on va modifier la variable SaleDate. On va dire SaleDate est égal à, je vais utiliser la fonction MDY pour Monday Year et je vais spécifier SaleDate. Donc, si j'exécute mes lignes, CTRL Entrée, j'ai maintenant ma colonne SaleDate qui est en format date ici. J'enchaîne une autre opération. Ce que je vais faire maintenant, je vais filtrer mes dates pour conserver seulement l'année 2017, parce que c'est l'année qui nous intéresse pour notre analyse. Pour faire ça, je vais utiliser Filter, et puis je vais utiliser la fonction Year, qui me retourne l'année de ma sale date. Et je vais dire Year Sale Date égale 2017. Donc, vous pouvez voir, présentement, j'ai 6312 lignes. Si j'exécute ici mon code avec CTRL Entrée, j'ai maintenant 3402 lignes. La dernière opération que je vais faire, c'est de me créer une nouvelle colonne qui va être la colonne mois. Je crée cette colonne-là parce que dans nos graphiques, on va vouloir représenter les données par mois. Donc, j'ai besoin d'une colonne qui identifie les mois. Pour faire ça, j'utilise la fonction mutate et je spécifie mon nouveau nom de colonne qui est month. Ensuite, j'utilise la fonction qui s'appelle floorDate qui permet d'aller arrondir une date selon l'unité qu'on va spécifier. Donc ici, si je veux arrondir ma date, qui est ma colonne SaleDate, et le unit va être le month. Donc en faisant ça ici, pour chacune ici des dates, finalement, je vais arrondir à la date la plus basse de mon unité. Donc ici, le 4 octobre va devenir le 1er octobre. Le 22 juin va devenir le 1er juin. Si j'exécute ici mon code, CTRL Entrée, j'ai maintenant une nouvelle colonne mois et vous pouvez voir que c'est toujours le 1er du mois en cours. Donc de cette façon-là, je vais pouvoir venir grouper mon information par cette colonne-là pour pouvoir la représenter pour chacun des mois. Donc ici, ça fait le tour de mes transformations de base. Donc maintenant, on va être prêt à commencer les visualisations. La première visualisation qu'on va faire, c'est les ventes moyennes en dollars par mois. Donc première étape, on prépare nos données pour qu'ils soient dans un format là, qui va être approprié pour la librairie, le ggplot qui permet de représenter nos données. Donc ce qu'on va faire, en fait, j'ai oublié un petit détail ici. Donc, dans mon étape de transformation des données, c'est important de venir stocker les nouvelles données transformées dans une nouvelle variable. Donc, je vais appeler ma nouvelle variable NYC transfo égale. Donc, comme ça ici, je viens stocker mes étapes de transformation à l'intérieur de ma variable NYC transfo. Donc, je sélectionne le tout, je fais CTRL Entrée et j'ai maintenant ma variable qui est apparue ici. Et si je clique dessus,
je peux voir les données dans la vue semblable à Excel. Donc, j'ai mes 5 colonnes qui sont là. OK, maintenant, on est prêt pour notre première visualisation. Donc, ce qu'on va faire, pour préparer les données, on va commencer avec, justement, notre variable NYC Transfo, qui contient nos données transformées. Et ensuite, on va utiliser la fonction Group by Month pour venir grouper les données par mois. Donc, si je sélectionne ces deux lignes-là, je fais CTRL-Entrée. Vous allez voir que j'ai ici 3402 lignes par 5 colonnes, puis j'ai un groupe par mois qui contient 12 différents mois. Ensuite, je vais summariser cette information-là, puis je vais me créer une nouvelle variable, Mean Sale Price, qui va contenir mon prix de vente moyen par mois. Donc, j'utilise simplement la fonction Mean, et entre parenthèses, j'indique mon Sale Price, et je vais venir me créer une variable qui contient le prix de vente moyen par mois. Si j'exécute ici ces lignes-là, CTRL-Entrée, vous allez voir que j'ai maintenant une table de données de 12 par 2 qui contient mes mois et mon prix de vente moyen par mois. Donc ici, j'ai maintenant un format qui est approprié pour représenter graphiquement mes données. Donc je vais stocker cette information-là dans une nouvelle variable, NYC mois. Et si je fais CTRL-Entrée, j'ai maintenant ma nouvelle variable qui est ici, que je peux voir. Donc, une fois que ma première étape est faite, on passe à la deuxième étape qui est de visualiser les données. Donc, pour ce faire, je commence avec ma nouvelle variable NYC mois. Puis ensuite, je vais venir utiliser ma fonction ggplot pour représenter mes données. Donc, premièrement, je vais utiliser ici à l'intérieur de ma fonction AES pour spécifier les données que je vais avoir sur mon axe des X et les données sur mon axe des Y. Donc, mes mois en X, mon prix de vente moyen en Y. Si je sélectionne mes deux lignes, je fais CTRL-Entrée, vous allez voir ici un canevas qui est créé, qui est vide, mais qui contient mon prix de vente moyen sur l'axe des Y et mes mois sur l'axe des X. Ensuite, la façon que ggplot fonctionne, c'est par layer. Donc, on vient ajouter des couches d'informations à chaque fois à l'aide ici de la syntaxe plus. Donc, ensuite, je vais venir ajouter ici sur mon canevas des colonnes. Donc, je vais tout simplement utiliser la fonction geonCol. Si j'exécute ça ici, vous allez voir mes colonnes qui sont maintenant représentées. Ensuite, ce que je vais faire, je vais venir modifier le thème. Pour changer un petit peu, pour personnaliser le thème de mon graphique. Et je vais également ajuster ici mes étiquettes pour les mettre en français. Je vais ajouter un titre. Puis, je vais également changer mon format de données ici sur mon axe des Y pour avoir un format en dollars. Donc, pour faire ça, j'utilise le plus et je peux tout simplement utiliser la fonction thème minimal qui va venir changer mon apparence. Ensuite, plus la fonction labs dans laquelle je vais venir spécifier un titre, un sous-titre, un caption. Mon étiquette des X va être vide et celle des Y va être prix de vente moyen. Si j'exécute ça ici, vous allez voir, j'ai maintenant un titre, un sous-titre, mon caption qui spécifie ma source des données, prix de vente moyen ici, et il me reste seulement à formater mes nombres ici. Donc, en utilisant le plus encore, je vais utiliser la fonction scale_y_continuous ici pour venir définir mon format de données en dollars. Et si je fais CTRL-Entrée, j'ai maintenant mon premier graphique qui est généré. Donc, je peux voir ici qu'il y a certains mois, donc janvier, mai et octobre, qui sont significativement plus élevés que les autres. Maintenant, si je veux voir pour chacun de mes arrondissements, quelle est la tendance? Donc, on va faire un deuxième graphique ici qui va représenter nos ventes moyennes en dollars par mois et aussi par arrondissement. Pour ce faire, il y a toujours deux étapes qu'on va faire. La première est de préparer les données pour qu'ils soient dans un format
qui soit adapté pour notre librairie ggplot. Donc, ce que je vais faire ici, je vais commencer avec mon NYC Transfo, et puis je vais grouper par mois et aussi par quartier. Puis ensuite, je vais summariser mon information en m'ajoutant mon prix de vente moyen avec ma fonction mean. Si j'exécute mon code ici, vous allez voir que j'ai maintenant mes données par mois et par quartier et j'ai mon prix de vente moyen. Puis je vais m'assurer de stocker ça dans une nouvelle variable NYC mois quartier. J'ai ma nouvelle variable qui est ici. Et maintenant, je vais venir visualiser mon graphique. Donc, je vais utiliser la même méthode que dans le premier graphique. Je vais commencer avec mon NYC mois quartier. Et ensuite, j'utilise ma fonction ggplot et je viens spécifier les mois en X, mon prix de vente moyen en Y, et la couleur va être par quartier. Donc, si je fais ça ici, je vais avoir seulement mon canevas qui s'affiche. Donc, je vais ajouter geomcol pour voir mes colonnes. Puis, je vais maintenant avoir chacun de mes quartiers dans un graphique en barre empilée, comme ça ici. Donc, c'est pas l'idéal pour venir identifier la tendance de chacun de mes quartiers. Donc, pour faire ça, il y a une fonction qui est super utile avec R, qui s'appelle FacetWrap, qui permet de venir créer différents graphiques pour chacun de mes quartiers. Donc, je vais tout simplement spécifier à l'intérieur de ma fonction que je veux avoir un graphique par quartier. Je vais avoir 2 colonnes. Et je vais spécifier également le scales free-y pour libérer l'axe des Y. Donc, si j'exécute mon code ici, vous allez voir que j'ai maintenant 6 graphiques automatiquement qui sont générés pour chacun de mes quartiers. Et je peux voir la tendance pour chacun d'eux. En fait, c'est même possible pour mieux visualiser la tendance d'ajouter une ligne de régression linéaire. Donc, pour faire ça, ce que je vais faire, je vais utiliser la fonction geomSmooth et je vais spécifier la méthode lm pour Linear Model et l'argument SE, je vais le mettre à faux, qui est la représentation de l'erreur standard qu'on n'a pas besoin ici. Si je fais CTRL-Entrée, j'ai maintenant ici une ligne de régression linéaire qui m'indique la tendance pour chacun de mes quartiers. Donc maintenant, je vais faire comme pour mon graphique précédent. Je vais venir personnaliser ici, en fait, mes étiquettes de données. Je vais mettre un titre et puis je vais formater ici mes nombres. Donc, j'utilise la même fonction ici pour formater mes nombres. Ici, je vais appliquer un thème différent qui est le thème classique. Ensuite, je vais venir spécifier mes étiquettes. Donc, le titre, le sous-titre, le caption, le X et le Y. Et je vais également spécifier le nom ici de ma légende pour le mettre en français. Donc, si je viens exécuter mon code ici, vous allez voir que j'ai maintenant un graphique qui me représente l'évolution des prix de vente moyens par arrondissement en 2017. Et j'ai la moitié des arrondissements qui ont une tendance haussière, qui sont ceux-ci. OK, maintenant, on va y aller avec un troisième graphique. La troisième visualisation, ça va être les ventes en dollars et aussi en nombre et par titre de propriété. Donc, la première étape, c'est toujours de préparer nos données. Donc, je vais commencer ici avec ma variable NYC Transfo. Et ensuite, je vais venir filtrer premièrement mes données en filtrant seulement un seul quartier pour ce graphique-là. Donc, je vais utiliser le Brooklyn Heights. Ensuite, je vais faire mon regroupement avec ma Group By. Donc, je vais regrouper par type ici de propriété. Ensuite, je vais venir summariser mon information en me créant une variable NBR Sales qui va représenter mon nombre de ventes. Ici, avec la fonction N qui compte le nombre de lignes. Et également une variable Total Sales qui représente mon total des ventes, donc la somme de mon sale price. Donc, si j'exécute cette partie-là ici,
vous allez voir que j'ai maintenant une table de 17 par 3. Donc, il y a 17 différents types de propriétés avec mon nombre de ventes pour chacun, puis mon total des ventes. Donc, ce que je vais faire ici, en fait, sur mon graphique, je vais vouloir représenter mon top 10. Donc, mes 10 types de propriétés qui ont le plus grand nombre de ventes. Donc, pour faire ça, je vais venir arranger ici mes données, donc les trier finalement avec la fonction arrange. Donc, en ordre descendant sur mon nombre de ventes. Si je fais ça ici, j'ai mon nombre de ventes ici qui est trié. Et maintenant, je vais filtrer mon top 10 avec la fonction top n 10. Comme ceci. Et j'ai maintenant mes données qui sont triées. Donc, j'ai mon top 10 de mes plus grandes ventes par type de propriété. Donc, si j'exécute ici mon code, je vais venir stocker l'information dans ma variable NYCType. Et ensuite, je vais pouvoir venir visualiser mes données. Donc, de la même façon que j'ai fait tout à l'heure. Donc, je commence avec NYCType, j'utilise la fonction ggplot. Maintenant, je vais utiliser un geomPoint ici. Donc, pour vous montrer qu'est-ce que ça donne ici, vous pouvez voir que j'ai des points qui s'affichent. Puis il y a également une couleur que j'ai spécifiée qui représente le total des ventes en dollars. Donc mes points ici représentent en fait mon nombre de ventes et la couleur, le total des ventes en dollars. Donc maintenant ici l'objectif, je vais vouloir me créer un graphique Lollipop. Donc pour faire ça ici, je vais tout simplement venir ajouter une ligne devant mes points pour créer chacun de mes lollipops. Donc pour faire ça, j'utilise ici la fonction geomSegment qui va permettre de me créer une ligne. Donc si je viens exécuter mon code ici, vous allez voir la ligne qui est maintenant créée. Ensuite de ça, je vais venir personnaliser mes couleurs. Je vais m'ajouter un thème comme tout à l'heure. Je vais également m'ajouter des titres, sous-titres, captions. Et puis je vais changer le titre également de ma légende. Donc la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Et je vais faire CTRL-Entrée. Et j'ai maintenant ici mon graphique en Lollipop. Donc je peux voir pour mon arrondissement Brooklyn, mon top 10 en nombre de ventes en 2017. Donc je peux voir que les coops et les condos avec ascenseur sont les plus nombreux ici. Puis je peux également voir que les condos avec ascenseur puis les hôtels représentent la majorité des ventes en dollars parce qu'ils sont plus foncés. Donc ici et ici. Maintenant, notre dernière visualisation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir animer ce graphique-là en Lollipop pour voir l'évolution de nos ventes dans l'année. Donc, pour faire ça ici, il va y avoir encore deux étapes. Donc, on commence par préparer les données. Donc, on fait notre group by, notre summarize. Ici, j'utilise une fonction qui est super pratique, qui est CumSum, qui permet de venir créer une variable qui contient les ventes cumulatives. Donc, par exemple, ici, si j'exécute mon code, vous allez voir ici que j'ai une table de 268 lignes par 4 colonnes. Et j'ai mon nombre de ventes. Donc, j'ai un regroupement de chacun des types de propriétés par date avec le nombre de ventes pour chacune des dates. Donc, pour voir l'évolution dans l'année, je vais avoir besoin d'une colonne qui va venir représenter le nombre de ventes cumulatives que je vais créer tout simplement ici avec ma fonction mutate. Nombre de ventes cumulatives égale CumSum nombre de ventes. Si je viens exécuter ça ici, ok, ici, comme ça, j'ai maintenant mon nombre de ventes cumulatives par type de propriété pour l'année 2017. Ensuite, je fais la même chose pour mon total de ventes en dollars. Et si je viens exécuter mon code ici, je vais stocker mes données dans une nouvelle variable. Donc, comme vous pouvez voir ici,
Pour chacun de mes types de propriétés, j'ai mon nombre de ventes cumulatives et mon total de ventes en dollars cumulatifs. Donc, quand je change ici de type de propriété, on repart le compteur. Maintenant, ce qu'on va faire, on va visualiser nos données. Donc, de la même façon, je commence avec mon NYC type date. Et ensuite, j'utilise ggplot et je crée encore une fois mon graphique en lollipop de la même façon que tout à l'heure. Et je vais simplement ajouter une ligne ici, Transition Reveal, pour venir représenter l'évolution selon la sale date. Et ensuite, je vais utiliser pardon, la fonction animate. Et puis, je vais spécifier le nom de mon graphique. Puis avec ces deux seules lignes-là ici, je vais venir animer mon graphique. Donc, comme vous pouvez voir ici, la puissance de cette librairie-là, on peut créer une animation simplement en rajoutant deux seules lignes de code. Puis la troisième ici est optionnelle, mais ça permet de sauver l'animation dans un point GIF. Donc ici, si je viens exécuter mon code, CTRL-Entrée, ça va prendre quelques secondes pour que l'animation se génère. Ok, ça s'en vient. Ok, et maintenant, vous pouvez voir le résultat ici. Donc, si j'agrandis un petit peu. Donc, on peut voir ici notre top 10 pour l'arrondissement de Brooklyn. Donc, l'évolution du nombre de ventes et j'ai ma date ici qui évolue dans l'année. Et je peux voir mes lollipops qui sont maintenant animés. Donc, aussi facilement que ça, avec deux seules lignes de code, j'ai été capable de venir animer mon graphique, comme vous pouvez voir. Ok, donc je vais le rapetisser ici. Ok. Donc maintenant, la prochaine étape, je vais vous présenter rapidement une technologie aussi qui est utilisée avec R qui s'appelle R Markdown. Donc R Markdown, ce que ça permet de faire, c'est de communiquer nos résultats aux différentes parties prenantes. Donc c'est bien de créer des beaux graphiques et tout ça, mais l'important, si on veut créer de la valeur en entreprise, c'est important de venir communiquer les résultats de la bonne façon aux bonnes personnes. Donc, je vais venir ici vous présenter rapidement un fichier que j'ai créé, .rmd, donc c'est un fichier R Markdown. Donc ici, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet finalement de venir combiner du texte avec notre code R qui va représenter nos graphiques. Donc, comme vous pouvez voir, au début, on peut utiliser différentes balises pour venir spécifier là, le titre, l'auteur, la date, etc. Donc, on a différentes balises ici qu'on peut spécifier pour contrôler notre document. Ensuite, j'ai tout simplement intégré le même code que je viens de vous présenter. Donc, j'active mes packages, j'importe mes données, je fais ma transformation de données. Ensuite, j'ai une section de mon document ici qui va être du texte. Donc, je présente ici mon contexte, l'objectif de mon analyse, et par la suite, je passe à mes différents graphiques. Donc, comme vous pouvez voir, c'est le même code que tout à l'heure que j'ai copié. Donc, on groupe, on summarise, ensuite on visualise nos données. C'est mon premier graphique, mon deuxième ici, mon troisième et mon quatrième. Et maintenant, une fois que notre document est prêt, on utilise simplement le bouton Knit ici. Et vous pouvez voir que je peux générer un document HTML, un PDF également, un Word, puis une panoplie également d'autres formats différents. On peut générer par exemple un fichier en PowerPoint également. Donc, on peut facilement ici là, venir générer un rapport dans le format qu'on a besoin. Ici, pour l'exemple, je vais vous présenter un format HTML. Donc, si je clique sur Knit to HTML,
Le code va s'exécuter et vous allez voir un document HTML qui va être généré, qui va être un rapport qu'on peut venir présenter par la suite aux parties prenantes. Donc ça va prendre quelques secondes. Ok, ça s'en vient. Et voilà. Et voici mon document. Donc, vous pouvez voir ici, j'ai mon titre, l'auteur, la date. J'ai une table des matières qui a été générée automatiquement. Je peux cliquer dessus. J'ai ma section contexte, ma section objectif qui est ici, mon analyse par arrondissement. Donc, vous pouvez voir premièrement les ventes de propriété en 2017 dans 6 arrondissements. Donc, j'ai mon graphique ici que j'ai inséré, mon premier graphique, et j'ai un onglet ici pour également voir mon deuxième graphique par arrondissement. Et si je descends, j'ai ensuite mes deux autres graphiques par type de propriété. Donc, premièrement, mon graphique en lollipop qui est statique. Et également, mon animation. Si je clique ici, je peux voir mon animation dans cet onglet-là. Donc, facilement, j'ai été capable de générer là, un document HTML. Puis également, comme vous pouvez voir, c'est possible même d'afficher le code, si on veut. Si je dis Show All Code, ici, vous allez voir le code qui s'affiche. Donc, par exemple, si on veut partager ce document-là à des collègues analystes qui pourraient être intéressés de voir le code, ben, on a une option pour faire ça facilement. Donc, on peut l'afficher ou le cacher. Ok, donc ça fait le tour pour la partie RStudio. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais vous présenter dans Power BI comment faire pour intégrer les visuels R dans un rapport Power BI. Donc, je vais ouvrir ici mon Power BI. OK. La première chose qui est importante de savoir, c'est qu'il faut absolument avoir le langage R d'installer sur son poste pour pouvoir faire des visuels R dans Power BI. Pour vérifier ça, vous pouvez aller dans le menu ici, Fichier Options, dans les options, et vous allez sélectionner Script R, et vous allez voir ici si Power BI a détecté le langage R d'installer sur votre poste. Ici, j'ai bien le langage R, la version 3.6.1. Donc, une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir créer des visuels R dans Power BI. Maintenant, ici, pour les fins de l'exemple, ce que j'ai fait, j'ai déjà importé mes données, puis j'ai fait la première étape de transformation pour avoir mes quartiers, mes types de propriété, sale price, sale date et ma colonne mois également. Donc, je vais utiliser ici le visuel R. Et en cliquant dessus, vous voyez ici une section qui est l'éditeur de script R. Donc, c'est ici qu'on va venir coder plutôt que le faire comme on a fait dans RStudio. On va venir ajouter notre code R dans cette section-là. Et c'est indiqué « Faites glisser des champs dans la zone valeur pour lancer la génération de script ». Donc, on va utiliser nos 5 champs ici pour créer notre graphique. Donc, ce qu'il faut faire, il faut simplement venir cliquer dessus pour les sélectionner. Et à ce moment-là, Power BI va automatiquement générer 2 lignes de code ici. Donc, ce qu'il fait, il va créer un data frame avec nos variables. Et il va stocker ça dans une variable appelée dataset. Ensuite, on a une section ici, c'est indiqué coller ou taper votre code de script ici. Donc, c'est ici que je vais venir tout simplement copier mon code de RStudio et le coller ici dans Power BI. La première chose que je vais faire, c'est de copier l'activation des packages. Donc ça, c'est important quand on fait des graphiques R dans Power BI, il faut s'assurer d'activer les packages ici dans Power BI.
Donc, comme ceci ici, mes packages vont être activés. Puis ensuite, mon importation de données est déjà faite. Ici, cette étape-là est déjà faite dans Power BI. Oups, pardon, je vais passer à mon fichier ici. Donc, mon importation de données, ça aussi, c'est fait. Donc, ici, je viens sélectionner mon code. Je peux sélectionner l'entête aussi, mon 5.1, puis mon 5.2. Copier, puis je vais venir coller ça dans Power BI. Maintenant, la seule petite chose que je dois modifier, c'est que, étant donné que Power BI génère automatiquement une variable qui s'appelle dataset, je vais devoir venir modifier ici mon NYC transfo, qui est en fait dataset. Donc, tout simplement comme ça ici. Ensuite, ce qu'on fait, on clique sur le bouton Play et ma visualisation devrait maintenant s'afficher comme ça ici dans Power BI. Donc, si je veux faire la même chose pour ma deuxième, je peux me créer une deuxième page avec un autre visuel R. Je vais sélectionner ici mes variables. Puis, je vais venir copier mon code. Donc, encore une fois, mes librairies. Et le code ensuite de mon deuxième graphique. Donc, mon 6.1 et mon 6.2. Copier-coller ici. Puis je vais tout simplement changer NYC transfo pour dataset. Et si je fais play comme ça ici, vous pouvez voir maintenant mon graphique qui s'affiche. Oups. Ici, un petit problème d'affichage. OK, si je recommence, je vais tout simplement recopier mon code. CTRL-C. Ici. CTRL-V. Et puis ensuite, je vais changer ici transfo pour dataset. Et si je fais play, bon, je peux voir maintenant mon graphique qui est affiché tout à l'heure, comme tout à l'heure, par quartier. Je peux faire la même chose pour le troisième également. Donc, je vais me créer mon visuel R. Je sélectionne. Ici, c'est toujours important de sélectionner nos champs. Puis ensuite, première chose, il faut toujours activer les packages. Et ensuite, on vient coller notre code. Donc, je vais prendre ma troisième visualisation. Ici. Venir copier. Et ensuite coller. Puis je vais changer la variable ici pour dataset, étant donné que Power BI a créé une variable dataset. Et si je fais play, je devrais avoir mon graphique. Oups, encore une fois, il ne s'affiche pas bien. Si je refais play ici. Ok, bon. Maintenant, j'ai mon graphique en lollipop qui est affiché. Et finalement, si je veux représenter en fait mon animation, malheureusement, je ne peux pas le faire avec le visuel R parce que Power BI supporte certaines librairies de R, mais il ne les supporte pas tous. Puis la librairie JJ Animate, qui permet de venir générer une animation, n'est pas supportée présentement par Power BI. Par contre, pour contourner ça, je pourrais venir sélectionner un visuel comme ça ici, ajouter une donnée, et venir dans ma zone de traçage, ajouter une image, et puis je peux sélectionner mon animation que j'ai sauvegardée en .gif. Et si j'enlève ici mes autres options, comme ça, et je baisse ma transparence, j'ai maintenant ici mon animation que je peux voir dans Power BI. Donc, ça fait le tour pour le volet Power BI.
Maintenant, je vais vous présenter quelques liens auxquels vous pourrez vous référer. Le premier lien pointe vers un article que j'ai rédigé sur le site du CFO Masqué et qui indique étape par étape comment faire pour installer R et aussi RStudio. Donc, si je l'ouvre, vous pouvez voir l'article qui est ici et qui est vraiment bien détaillé. Donc, vous pouvez facilement l'installer R et RStudio en une dizaine de minutes environ. Le deuxième lien, c'est un lien vers un site où vous pouvez retrouver plusieurs exemples de graphiques R. Donc, vous pouvez voir là, la panoplie de la diversité de graphiques qui est possible de générer. Par exemple, ici, si vous regardez ce type de graphique-là, vous pouvez voir le code qui est utilisé pour générer le graphique. Donc, c'est un site là, qui est très utile si vous voulez voir des exemples. Et on peut même générer des graphiques en 3D avec R. Donc, par exemple, ici, un cube de données qui est possible de manipuler, comme ça ici. Puis, différents autres graphiques également en 3 dimensions, là, qui est possible de créer avec le langage R. Ensuite, le troisième lien, c'est un lien vers le site de R Markdown. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations à ce niveau-là, vous pouvez vous référer à ce site-là. Et finalement, le quatrième, c'est un lien vers la technologie Shiny, qui est dans le fond la technologie dans R qui permet de créer des applications web pour distribuer là, nos résultats aux différentes parties prenantes. Donc, par exemple, ici, si je descends un petit peu, vous allez voir, il y a un exemple d'application web ici sur le site qui a été généré. Donc, c'est une application qui va chercher les données de Google Trends et qui permet d'analyser les tendances de différents sujets. Et je peux aussi là, cliquer pour ajouter une courbe de tendance et venir l'ajuster. Donc, comme vous pouvez voir, là, tout est dynamique. Et c'est assez impressionnant dans R à quel point c'est facile là, de créer ce genre d'application-là. Vous n'avez pas besoin d'être un programmeur qui connaît le HTML, le CSS, etc. Il y a des librairies là, qui vous aident là, à créer des applications comme ça. Et si je vais voir le code, vous pouvez voir que c'est à peine une page de code qui est nécessaire pour créer l'application. Donc, c'est vraiment une technologie qui est bien faite là, pour créer des applications web et puis qui est relativement simple là, à utiliser. Donc, c'est ce qui met fin à la présentation du webinaire d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que je vous aurai donné le goût d'explorer un peu plus les nombreuses possibilités qu'offre le langage R au niveau de l'analyse de données, la visualisation et l'intégration aussi avec Power BI. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me rejoindre. Vous avez mon adresse courriel qui est à l'écran, puis aussi mon compte LinkedIn. Alors, merci à tous et bonne journée.